Hey, salut tout le monde, c'est Gonal, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. On va pas parler de mes treks, on va pas parler de mes aventures, mais on va parler de ma deuxième passion, la géopolitique et les relations internationales. Et je sais, ça fait pas kiffer dit comme ça, mais restez parce que je vous promets que vous allez pas être déçus. Générique. Alors j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on a du lourd. On va s'intéresser à un homme à la vie incroyable, un homme qui aurait pu faire basculer le destin de la planète entière, un pan plus ou moins oublié de l'histoire, mais surtout un des plus gros échecs des États-Unis et de la CIA. Préparez vos sacs à dos, on part à Cuba. Alors, avant de vous expliquer comment la CIA a pu vouloir tuer 638 fois un même homme, on va déjà revenir un petit peu sur l'histoire de Cuba pour comprendre comment ça a pu arriver. Alors au départ, Cuba, c'est une ville qui est découverte par l'espagnol Christophe Colomb. Elle tombe donc sous l'emprise coloniale espagnole, puis les Cubains, souffrant de l'esclavage, finissent par se rebeller contre les Espagnols pour avoir leur propre régime. Et après avoir obtenu son indépendance, en 1924, un certain Gerardo Machado, soutenu par le Parti libéral des États-Unis, arrive au pouvoir. Sauf que Gerardo Machado, c'est pas un président du genre gentil. Dès son arrivée, il modifie la constitution pour que son mandat devienne renouvelable, il met en place une police pour surveiller la population, il supprime la liberté de la presse, il tue les opposants politiques, et certains prisonniers sont même jetés aux requins vivants. Mais cette trop forte répression va finalement le desservir, puisqu'elle va remonter la population contre lui, et il sera forcé de quitter le pouvoir en 1933. À cette époque, plusieurs gouvernements se succèdent, dont deux d'un certain Fulgencio Batista, qui finit par, avec un coup d'État, renverser le pouvoir. Sauf que Batista, c'est un président qui se fait très rapidement corrompre par les mafias italiennes, et en s'implantant, ces mafias blanchissent de l'argent sale, introduisent de la prostitution, de la drogue, de la criminalité, bref, une mafia quoi. Batista sera également à l'origine de plusieurs débordements dictatoriaux, et c'est là que va apparaître notre fameux homme, celui que la CIA ne cessera de vouloir abattre. J'ai rien nommé du tout, Fidel Castro. Fidel Castro, c'est le fils d'un riche immigré planteur de canne à sucre. Il est dès tout petit confronté à la violence de son père, et en même temps, il est dès tout petit en contact avec les paysans qui se tuent pour obéir aux ordres de son père. Il remarque donc dès tout petit la différence de traitement entre les paysans et les entrepreneurs. Il fait de brillantes études, obtient un doctorat en droit, puis devient avocat et se met à défendre gratuitement les pauvres. Puis, trouvant que la corruption et les débordements dictatoriaux vont trop loin sur l'île, il va vouloir attaquer le président Batista en justice. Il va alors épuiser tous les recours judiciaires à sa disposition pour lui faire quitter le pouvoir, et faute d'y arriver, il va tenter de le faire sortir par la voie illégale, c'est-à-dire en tentant un coup d'État, le 26 juin 1953. La bataille se solde par un échec, fait 80 morts et Castro ainsi que les autres révolutionnaires sont condamnés à mort. Ils ne le seront finalement pas grâce à un agent de police qui refuse d'exécuter cet ordre et d'obéir à ses supérieurs, puis Castro sera finalement condamné à 15 ans de prison et forcé de s'exiler au Mexique. Et il ne fera finalement que 2 ans de prison sur les 15, et ça pour une raison stratégique, car la petite amie de Castro n'est autre que la fille du premier ministre de Batista. Oui, je sais, on dirait un vieux remake de série américaine, mais là, c'est vraiment ce qui se passe. Au Mexique, il rencontre un certain Che Guevara, et voulant vraiment faire la justice sociale à Cuba et aider les plus pauvres, il va finalement décider de retourner clandestinement sur l'île avec 82 révolutionnaires pour réessayer de faire tomber le régime de Batista. Sauf qu'une taupe a mis l'armée cubaine au courant de cette arrivée, et lorsqu'ils arrivent, les révolutionnaires se font bombarder. 66 sur les 82 meurent, dont Fidel Castro. Bah non. Fidel Castro, il survit. Il fait partie des 16 survivants, et avec tous les survivants, il part se réfugier dans les montagnes sauvages de Cuba, appelées la Sierra Maestra. Et c'est là que Batista fait sa plus grosse erreur, c'est-à-dire qu'il considère
que les révolutionnaires réfugiés dans ces montagnes sont condamnés à mort dans cette nature sauvage et décide de ne pas aller les attaquer. Et Castro, ainsi que les autres survivants, dont Che Guevara, vont survivre dans cette montagne hostile. Ils vont alors essayer de rééchafauder des plans pour faire tomber Batista. Ouais, les gars échappent 3 fois à la mort en voulant défendre leurs convictions, et ils continuent encore. Ils sont déterminés, quoi. Et Castro comprend très vite que s'il va avoir une chance de renverser Batista, il va lui falloir gagner en popularité. Il va alors contacter des journalistes du New York Times, du CBS, pour faire des articles sur lui. Et ça marche. Il gagne en popularité. Et c'est compréhensible. Un révolutionnaire qui risque plusieurs fois sa vie pour défendre les pauvres face à un dictateur corrompu, qu'il l'aime pas. Avec l'idée de Che Guevara, qui lui aussi avait fait des grandes études en médecine, il va mettre au point une radio clandestine pour essayer de convaincre les Cubains de rejoindre son mouvement. Batista apprend qu'ils ont survécu et il va alors tout faire pour éviter qu'ils reprennent le pouvoir. Il va tuer les paysans qu'il soupçonne d'être des corrompus. Il n'y a pas de limite à la violence de Batista. Son seul but, c'est que les citoyens aient trop peur d'aller rejoindre le mouvement révolutionnaire. En échange, Castro, pour se défendre, tue aussi des membres de l'armée de Batista. Et c'est important de comprendre qu'à ce moment-là, tout le monde joue un double jeu. Officiellement, les États-Unis soutiennent Batista, parce qu'ils l'ont toujours soutenu, mais officieusement, la CIA commence à se rendre compte des dérives dictatoriales de ce dictateur et soutiennent en main basse Castro en lui fournissant de l'argent et des armes. Castro, de son côté, cache un petit peu ses opinions communistes à la CIA, prend l'argent et les armes de l'agence américaine et de l'autre côté, révèle ses vraies opinions au service secret russe, le FSB, et prend aussi les financements du camp soviétique. En 1958, le Congrès américain, convaincu que Castro ferait un bon chef de gouvernement, décide d'arrêter son soutien à Batista. Castro réunit donc l'ensemble de ses révolutionnaires, une centaine de personnes, et tente un 3e coup d'État contre Batista. Batista, de son côté, réunit son armée, 20 000 personnes, et la tentative de Castro de renverser le pouvoir se solde par un échec une nouvelle fois. Mais Castro, il est malin. Il sait que beaucoup de Cubains vont se ranger du côté qui vont penser être le gagnant dans cette histoire. Donc, sur sa radio clandestine, il n'annonce pas sa défaite. Et au contraire, il annonce une énorme victoire, celle de Che Guevara, qui quelques jours après détourne plusieurs wagons remplis d'armes à destination du général Batista. Pourquoi il fait ça? Pour que les Cubains pensent que le général Batista va bientôt tomber et n'aient plus peur de le rejoindre. Et ça marche. Les 20 000 soldats de Batista, qui étaient très mal payés, finissent peu à peu par rejoindre le camp des révolutionnaires et le 1er janvier 1959, c'est la fin de la dictature de Batista. Le dictateur s'emporte et emporte avec lui 300 millions de dollars. Castro réunit alors plein d'intellectuels pour monter son gouvernement. Il aide, comme il l'avait dit, les plus pauvres en garantissant un prix bas sur l'eau, la nourriture, le lait et plus généralement les biens de première nécessité. Et tout aurait pu s'arrêter là, sauf que dans le même temps, convaincu que ses opinions sont les bonnes et les seules qu'il faut écouter, il rétablit la peine de mort et fait exécuter les opposants politiques. Cuba exécute sur cette période plus de 3000 hommes. Et c'est là que Castro va commencer à pencher vers le bloc communiste. Il met en place une grande réforme dans laquelle les grandes terres ainsi que les grandes sociétés sont expropriées. Les riches cubains et les Américains qui avaient investi sur l'île sont les plus touchés. Et c'est là que commencent les désaccords avec Washington. Pour défendre les Américains, Washington menace de geler leurs relations avec Cuba. Beaucoup de Cubains, de peur, se mettent à quitter l'île. Et Fidel Castro, pour rassurer sa population, décide alors d'aller rencontrer le premier ministre états-unien de l'époque, Richard Nixon. Il essaye de prouver à Nixon qu'il n'est pas un communiste. But we are not communists. Very clear. Sauf que Nixon le démasque tout de suite et décide de retirer le soutien des États-Unis à Cuba. Et Castro décide donc de se rapprocher des Soviétiques. Et à cette époque-là, les tensions sont vraiment très très grandes entre les États-Unis et la Russie. Alors, le fait qu'une petite île à peine 170 km des côtes américaines fasse partie du bloc communiste, ça déplaît beaucoup, mais alors beaucoup aux Américains. C'est à cette période que la CIA décide de recruter 1400 exilés cubains contre Castro,
des anticastristes pour les entraîner pendant plusieurs mois au maniement des armes dans le but de les remettre sur l'île et d'aller renverser le régime de Castro. Et en même temps qu'elle déposera les 1400 anticastristes, elle prévoit de bombarder l'île de manière à faire tomber définitivement le régime. Elle viole les conventions internationales et repeint alors les avions de l'armée américaine aux couleurs de Cuba, de telle manière que lorsque les avions bombardent, Cuba pense qu'il s'agit d'une révolution interne. Et le 17 avril 1961, ce qu'on appellera l'attaque de la baie des Cochons entre en action. Sauf que coup de théâtre, le KGB, c'est-à-dire les services secrets russes, ont démasqué l'opération secrète de la CIA et à leur arrivée, les exilés cubains se font bombarder et les avions américains tirés dessus. En faisant ça, Castro, aidé par les communistes, ridiculise complètement le gouvernement américain et ce, mondialement, ce qui ne leur plaît pas du tout et les tensions montent encore d'un cran. La CIA va alors tout, mais tout faire pour s'en débarrasser. Alors, comme la barbe est un grand symbole de la révolution cubaine, elle va déjà essayer de le piéger avec un poison dépilatoire pour lui faire perdre sa barbe. Puis, voyant que son plan a échoué, elle va essayer de lui faire perdre la tête en le droguant avec du LSD. Et en voyant qu'à chaque fois ses plans échouent, elle va commencer à vouloir l'assassiner directement. Alors, elle trempe un de ses cigares dans une résine botulique, un poisson très puissant qui aurait tué Castro à partir du moment même où il aurait porté le cigare à sa bouche, mais elle n'arrive pas à mettre ce cigare dans la boîte de ce que fume Castro et son plan échoue. Elle réessaye avec un stylo empoisonné, mais le stylo n'arrive jamais jusqu'à Castro et il n'est jamais utilisé. Mais elle ne s'arrête pas là, elle réessaye avec un mollusque empoisonné qu'elle n'arrivera jamais à faire manger à Castro, alors elle se met à contacter son ancienne maîtresse, Marita Lorenz. Elle convainc la femme de l'importance cruciale pour la paix dans le monde de tuer son ex. La femme accepte, elle monte dans la chambre d'hôtel de Castro, doit lui faire prendre une pilule empoisonnée qu'elle doit mettre dans sa nourriture et au dernier moment, la femme prend peur et elle jette la pilule dans le lavabo. Et la CIA s'arrête pas là. Comme Castro est un grand passionné de plongée, elle va tenter de l'empoisonner une fois de plus en empoisonnant sa combinaison de plongée. Ça échoue. Alors, comme auparavant, les mafias italiennes étaient très implantées à Cuba, elle va payer les mafias italiennes pour tenter de tuer Castro. Sauf que les mafias italiennes empochent l'argent et n'essayent même pas de le tuer. Le gars est fait pour survivre. Et vous allez voir que les relations entre Cuba et le reste du monde vont encore se détériorer. Le 25 janvier 1962, l'Organisation des États américains fédérée par le Brésil, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, le Pérou décrète la fin des relations aériennes et diplomatiques avec Cuba. Et le 3 février 1962, les États-Unis déclarent eux aussi un embargo contre Cuba. La CIA met alors une nouvelle opération sur pied, baptisée Northwood, dans laquelle elle prévoit de recruter des tireurs, d'organiser une fusillade sur les citoyens américains et de faire revendiquer cette fusillade au nom de Cuba. Pourquoi faire ? Pour faire croire à la communauté internationale que Cuba a attaqué les États-Unis pour que, en retour, les États-Unis puissent se défendre et attaquer Cuba. Longtemps envisagée, cette opération finira finalement par être avortée au tout dernier moment. Et les relations vont encore continuer à se dégrader. En juin 1962, 43 000 soldats soviétiques arrivent dans le plus grand des secrets à Cuba et amènent avec eux des missiles nucléaires, des dispositifs antiaériens et des avions de combat. L'URSS installe 36 têtes nucléaires à Cuba, chacune étant égale à 50 fois la puissance des bombes Hiroshima et Nagasaki. Et le 14 octobre 1962, lorsqu'un avion américain survole par hasard la zone des missiles et les photographies, là, ça plaît pas du tout. Le monde entier en entend parler. Le président américain Kennedy décide alors de mettre tout son arsenal nucléaire en état d'alerte absolue. Là, tout peut dégénérer d'une seconde à l'autre. Et le 27 octobre 1962, Khrouchtchev propose un deal aux États-Unis. Il retire ses missiles nucléaires de Cuba si en échange, les Américains s'engagent à ne pas attaquer Cuba et d'autre part à retirer leurs missiles nucléaires de Turquie qui visait à attaquer les Russes en cas de guerre. Kennedy accepte et la perspective d'une guerre nucléaire retombe. Puis la suite, vous la connaissez, l'URSS perd en puissance peu à peu, elle soutient donc de moins en moins Cuba. Cuba et Fidel Castro décident alors de se rapprocher une nouvelle fois des États-Unis.
Puis Fidel Castro souffre de problèmes de santé et il finit par décéder à l'âge de 90 ans le 25 novembre 2016. À sa mort, de nombreux livres, ouvrages, articles, films lui seront consacrés. La déclassification des documents de la CIA permettra aux anticastristes de recenser 638 tentatives d'assassinat de la CIA à son égard. Castro entre alors dans le livre des records. Si la vidéo vous a plu, je vous invite vraiment, mais alors vraiment à poser un like, à vous abonner, à commenter, je sais pas, bref, à me montrer que la vidéo vous plaît, parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail, à aller fouiner dans les documents déclassifiés de la CIA, à rechercher des images, etc. Ça a vraiment été un travail énorme, et si vous me le montrez pas, je pourrais malheureusement pas le faire à chaque fois. Donc je compte sur vous, et puis sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.